Donc bonjour à tous. Donc on a le plaisir de modérer cette session qui va être extrêmement intéressante puisque, enfin pour moi pardon, elle fait partie de mon activité quotidienne. Et donc on va donner la parole pour cette première partie au docteur Régine Chevillier. Merci. Merci. On va aller se mettre là pour voir vos diapos parce que sinon on les voit pas. D'accord. Si vous permettez. Ah si, on les voit là. Ouais. Merci, bonjour à tous. Alors merci d'abord aux organisateurs de cette journée et un grand merci au professeur Honoré d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invité. Donc pour vous parler de l'expérience du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Alors je vais un petit peu vous raconter notre histoire, en fait comment on en est venu à mettre en place des consultations pharmaceutiques pour les patients traités par anticancéreux par voie orale, comment on fait et puis qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui. Alors bon, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, bon, comme on l'a dit déjà auparavant, effectivement, vous savez tous que les thérapies orales sont depuis quelques années en plein essor. Alors, ces thérapies orales, elles présentent un certain nombre de particularités, puisque, bon, d'abord, elles ont quand même été une rupture par rapport au cadre bien contrôlé de l'hôpital, avec une administration parentérale. C'est elles aussi qui ont introduit un nouveau parcours dans la prise en charge des patients, puisque elles ont donné lieu à une prescription par un oncologue, donc à l'hôpital, une dispensation en ville pour la majorité d'entre elles maintenant, et puis une administration à domicile. Alors, elles sont particulières aussi parce qu'elles ont des effets secondaires qui sont variés, en tous les cas très, très différents de ce qu'on connaissait avant, avec les chimiothérapies par voie injectable, qui peuvent parfois être graves. Et puis, elles sont particulières parce que elles ont des paramètres pharmacocinétiques particuliers qui font qu'aujourd'hui, on doit vraiment les considérer comme des médicaments à risque, à marge thérapeutique étroite. Donc, au niveau pharmacocinétique, vous le savez, elles ont d'abord une absorption qui est souvent pH dépendante, et c'est la raison pour laquelle effectivement tout l'accompagnement qu'on fait sur les plans de prise, prendre les médicaments à distance des repas, c'est souvent pour la plupart d'entre elles, pour la plupart des ITK, des médicaments qui ont des demi-vies longues, et on sait que c'est toujours plus difficile à gérer quand on a des médicaments à demi-vie longue. Excusez-moi, je vais prendre le micro, ça sera plus facile. Voilà. C'est des médicaments aussi qui ont des fortes liaisons aux protéines plasmatiques et ça va nous poser des problèmes parce qu'on a souvent des personnes âgées qui peuvent être dénutries, qui vont avoir donc des taux d'albumine qui peuvent être bas et donc avec effectivement des risques de surdosage chez ces patients qui vont être un peu plus importantes. Et puis elles ont pratiquement tout un métabolisme hépatique qui passe par le cytochrome 3 à 4, d'où effectivement toutes les interactions médicamenteuses qui vont apparaître avec ces ITK. Et puis, dernière particularité, on en a parlé beaucoup juste avant, c'est ce problème de l'observance, puisqu'effectivement, les patients vont gérer seuls ces thérapeutiques à domicile. Alors, au niveau de l'observance, il y a quelques temps, quand ces médicaments ont commencé à sortir sur le marché, au niveau de notre établissement, on s'était interrogé, on s'était dit, finalement, quelle est l'observance de nos patients donc, qui sont traités avec ces thérapeutiques et on avait mis en place une étude pilote pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passait. Donc on avait suivi 33 patients, donc une petite cohorte pendant 6 mois. Alors pour déterminer l'observance, c'est toujours un peu le problème, on n'a pas de gold standard, on avait utilisé un pilulier électronique et ce qu'on avait obtenu comme résultat, c'était des scores d'observance moyens de 84%, mais on avait eu quand même des écarts types assez important puisque, vous voyez, ça allait de 30% à 100% d'observance. Alors, quand on a montré effectivement ces résultats aux médecins, ils ont quand même été un petit peu étonnés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va donner une suite à cette étude. Et on a donné cette suite qu'on a appelée l'étude Prometex. Alors, pour revenir un peu à ce que disait Félicia Ferreira, effectivement, Prométhée, elle faisait elle parlait de Galien tout à l'heure. Prométhée, c'était le dieu qui a donné le feu sacré aux hommes. C'est pour ça qu'on avait un petit peu donné ce nom. Alors après, lui, il a été puni, puisqu'il a été, vous savez, attaché à son rocher et on lui a mangé le foie. Enfin, un aigle venait lui manger le foie. Donc j'espère que les pharmaciens n'auront pas la même punition.
de s'intéresser et de transmettre ce feu sacré. Alors donc, l'étude Promethex, voilà, on avait voulu savoir finalement quelle serait l'implémentation d'un programme d'éducation thérapeutique. Alors là, on avait travaillé sur du Xeloda essentiellement, ou en association avec des thérapeutiques ciblées. Bon, petite cohorte de patients là aussi, 41 patients. Bon, c'était essentiellement des patientes qui étaient traitées pour un cancer du sein. Et ce qu'on avait montré au travers de cette étude, c'est que finalement, on avait obtenu une différence statistiquement significative au niveau de l'observance entre la phase d'évaluation, c'est-à-dire que les patients étaient suivis pour leur observance, on leur avait donné là aussi un pilulier électronique, et lorsqu'ils avaient un score d'observance qui étaient en dessous de 80%. À ce moment-là, on les incluait dans la phase d'accompagnement et on avait donc eu effectivement une différence statistiquement significative entre la phase d'évaluation où on avait un score moyen de 60% et la phase d'accompagnement où on était un petit peu au-delà de 80%. Alors, on avait également dans cette étude essayé de voir s'il y avait des facteurs qui influençaient l'observance et on en a observé 3, nous en tous les cas dans notre étude, pour lequel il y avait une différence statistiquement significative. Le premier, c'était le nombre de médicaments qui étaient pris en plus de la thérapeutique par voie orale et en particulier lorsqu'ils étaient supérieurs à 5. Également, le grade maximal des toxicités lorsqu'il était supérieur à 2 et le nombre de tox lorsqu'il était supérieur à 5. Alors, à la suite donc de ces 2 études, c'est comme ça que finalement on est rentré, nous, au niveau de notre établissement, dans l'accompagnement des patients, puisqu'on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Les médecins en étaient complètement d'accord, puisqu'on avait communiqué, bien sûr, largement sur cette étude, et ça a été finalement pour nous un peu le catalyseur de se dire, il faut vraiment qu'on mette en place quelque chose pour nos patients. Alors, c'est de là que sont nées chez nous donc les consultations pharmaceutiques. On a, dès le départ, intégré ces consultations pharmaceutiques, et ça me semble important, dans un contexte multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'au niveau du parcours, le patient voit d'abord son oncologue, puis le même jour, il va ensuite voir le pharmacien et également l'infirmière de coordination qui, elle, jouera vraiment un rôle de sentinelle parce qu'elle rappellera également le patient au bout de 15 jours, au bout d'un mois, en fonction des thérapeutiques, une fois que le patient est à la maison. On a également intégré la dimension du parcours ville-hôpital, bien sûr pour l'infirmière, mais aussi pour le pharmacien, puisque à la fin de la consultation, le pharmacien va téléphoner au pharmacien d'officine pour lui transmettre, effectivement, déjà pour le prévenir que son patient va avoir cette thérapeutique, parce que souvent ils ne l'ont pas en stock, et pour lui transmettre un certain nombre d'informations, en particulier les fiches conseils patients, qu'au niveau du réseau Oncovergne on avait élaboré, et puis le compte-rendu de la consultation. Alors, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces consultations pharmaceutiques ? Alors, on essaye de voir les patients sous thérapeutique orale, donc qui débutent le traitement. Les objectifs, ils sont d'ailleurs maintenant conformes au guide de la SFPO qui a été coordonné par Bertrand Pourroy. L'objectif, c'est d'estimer les connaissances du patient et de son adhésion, formuler ou reformuler les modalités de prise avec lui, lui donner effectivement les moyens d'identifier, de prévenir et de gérer les effets secondaires et de savoir alerter si nécessaire, c'est ça qui est important. On en profite pour faire une analyse pharmaceutique avec tous les traitements personnels du patient et je vous montrerai après les résultats par rapport à ce que l'on peut détecter à ce niveau-là. On participe bien sûr au suivi ambulatoire et on évalue l'observance. Alors tout ça est tracé dans un compte-rendu, parce qu'on fait un compte-rendu de consultation à la fin, et on trace ça, on met ça dans le dossier médical. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, donc en fait, on mène ces consultations pharmaceutiques en trois étapes. La première, c'est on laisse parler le patient. La première étape, on explore, il sort de la consultation avec le médecin et donc on lui demande effectivement qu'est-ce que le médecin vous a parlé de votre thérapeutique, qu'est-ce que vous avez compris à la fois du médicament, des modalités de prise, des effets secondaires. Pendant tout ce temps, c'est lui qui nous parle et donc nous, on essaye de voir, de repérer un certain nombre d'éléments. Alors là, on essaye toujours d'avoir des questions très ouvertes où le patient va pouvoir s'exprimer. C'est toujours mieux que une question qui se termine par oui ou par non.
non, parce que là, on n'arrive pas trop à récupérer des éléments. Donc, c'est, effectivement, avez-vous une idée de comment agit votre médicament? Quels effets secondaires vous pouvez ressentir? Et ensuite, on en profite pour récupérer le traitement personnel du patient, son ordonnance, et faire avec lui le plan de prise. Donc là aussi, c'est le patient qui va dire, bon ben oui, moi je prends plutôt mon médicament pour la tension le matin. Et ben, comment vous allez intégrer ce médicament qu'on vient de vous prescrire? On essaye en fait de faire en sorte que ce soit le patient qui trouve sa solution. En fait, quand on fait ces accompagnements, on essaye de casser un petit peu cette verticalité qu'on nous a enseignée, c'est-à-dire que nous sommes le sachant et on va vous dire exactement ce que vous allez faire. Et quand on fait ces accompagnements, effectivement, on est un peu plus dans l'humain et c'est le patient qui trouve sa solution. Voilà, on est plus sur la transversalité, on essaye d'être plus sur la transversalité. Et puis bien sûr, on va essayer de détecter les interactions médicamenteuses avec le traitement personnel du patient. La deuxième partie, ensuite, de ces consultations, c'est de mettre le patient en situation. Donc, effectivement, vous m'avez dit que vous alliez avoir des diarrhées. Donc, c'est vrai, c'est un médicament qui peut en donner. Mais si ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Donc, en fait, pendant cette deuxième période, on met, en fait, véritablement le patient en apprentissage pour qu'il commence à acquérir des bons réflexes sur certains effets secondaires et puis surtout en insistant sur des effets secondaires graves sur lesquels là il faut qu'il sache absolument qu'il doit alerter et qu'il ne va pas pouvoir gérer lui-même sa thérapeutique. La troisième partie de la consultation, c'est d'évaluer ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire est-ce que tout ce qu'on s'est dit au cours de la consultation, est-ce que le patient a bien intégré un certain nombre de messages. Et là, on essaye de faire un jeu de cartes pour être assez convivial. Donc, c'est un jeu de quiz où il tire des cartes et on reprend un peu ce qu'on a dit ensemble. Et voilà, je dois prendre mes gélules de sutane pendant ou en dehors des repas. C'est vrai ou c'est faux. Tous les jours et de façon continue, c'est vrai ou c'est faux. Ça nous permet de voir effectivement s'il a bien acquis ses compétences indispensables pour la sécurité. Le bilan aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans qu'on a mis en place ces consultations. Moi, je dirais essentiellement le bilan, et l'apport, c'est de prévenir et de détecter le risque iatrogène, qui sont représentés par ce qu'on appelle les DRP maintenant. Dans la littérature, on trouve beaucoup ce terme, les drug related problems, qui sont en fait ces drug related problems, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, les erreurs médicamenteuses, l'observance et l'automédication. Donc c'est vraiment de prévenir et de détecter en amont ces DRP. Alors, donc depuis 2 ans, on a vu au niveau du centre Jean Perrin 232 patients. Bon, ça c'est effectivement le panel de toutes les thérapeutiques qu'on a vues. Donc il y en a effectivement de plus en plus de ces ITK. Au niveau du bilan et des apports, donc on a pu remarquer chez nos patients que les patients prenaient en moyenne 5,5 médicaments au total et que les patients avaient des traitements personnels chez 74%. Donc c'est quand même assez important. Chez nos patients, chez 2/3 de nos patients, on a pu détecter effectivement des problèmes médicamenteux. Et lorsqu'il y en a, dans 92% des cas, c'est des interactions médicamenteuses. Alors ces interactions médicamenteuses les plus fréquentes, c'est des interactions médicament-médicament, dans 77% des cas, mais on a également des interactions avec l'alimentation ou des interactions avec la phytothérapie. Alors sur les médicaments, les principales classes thérapeutiques qui étaient concernées, alors on voit une grosse part pour les IPP, c'est une vraie plaie ces IPP. La plupart des patients en prennent c'est pas très utile, mais voilà, ils y sont souvent très attachés, donc 60%. Mais on a eu également des interactions avec des médicaments cardiovasculaires. Il y en a beaucoup effectivement qui sont inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques. Également des anticoagulants. On a eu également des médicaments, des statines aussi, pas mal. Certaines étant effectivement donnant des interactions médicamenteuses. Et au niveau de ces problèmes médicamenteux, 59%, donc un patient sur 2, ont nécessité une intervention pharmaceutique.
Alors au niveau de ce que l'on peut faire, puisque quand on détecte une interaction médicamenteuse, eh bien, on remonte effectivement soit vers le médecin traitant, si ça concerne le traitement personnel, ou quelquefois directement l'oncologue. Alors, ce qu'on propose, des arrêts, dans 35% des cas, ça c'est souvent le cas d'ailleurs avec les IPP, où effectivement il n'y a pas toujours d'indication, et là on est sur un problème effectivement d'interaction pharmacocinétique avec des problèmes d'absorption. On va proposer également dans 15% des cas des suivis thérapeutiques, ça c'est souvent le cas d'ailleurs avec des patients qui prennent par exemple un anti-VEGF et en même temps un anticoagulant, où on va proposer au médecin de faire un suivi de l'INR qui sera un petit peu plus rapproché que d'habitude, puisqu'on va augmenter le risque hémorragique. Ça peut être le cas aussi avec Suttint et TSH, par exemple des patients qui sont sous lévothyrox. On sait que ça peut perturber la thyroïde, donc on va effectivement remonter vers le médecin traitant en lui disant faites peut-être un dosage de TSH un peu plus rapproché que ce que vous faisiez d'habitude. Des substitutions aussi, ça peut être le cas avec par exemple les statines, des patients sous simvastatine. On va plutôt proposer de changer en pravastatine, où là on sait qu'il y a un petit peu moins de risque d'interaction médicamenteuse. Et puis ça peut être aussi des adaptations de posologie. Alors, ça fait à peu près 3 ans effectivement qu'on a mis en place ces consultations. L'année dernière, je m'étais interrogée pour savoir ce que faisaient mes confrères des autres centres de lutte contre le cancer, et j'avais mené une étude pour voir un petit peu ce que faisaient mes collègues. Et donc je l'ai fait l'année dernière, cette étude, sur les 18 centres, donc j'ai eu 14 centres qui m'ont répondu. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de centres ont commencé à mettre en place ces consultations pharmaceutiques. Vous voyez, 11 centres, 61%, qui ont déjà démarré un processus de consultation pharmaceutique, 4 qui ne m'avaient pas répondu et 3 qui n'en avaient pas du tout mis en place. Alors dans cette étude, je m'étais aussi interrogée sur les actions de coordination. Et c'est la deuxième diapo en dessous, c'est là où on est aujourd'hui les moins bons, parce que effectivement les actions de coordination, 8 centres ont mis des choses en place, mais 6 centres n'avaient rien mis en place. Et je leur avais demandé également, quand vous avez mis en place ces actions de coordination, qu'est-ce que vous transmettez à la ville? Alors, ce qui était transmis, ce qui ressortait, c'était l'ordonnance, bien sûr, les comptes rendus de consultation, des outils d'aide à la dispensation, c'était souvent les fiches conseil patient, ce qu'on fait nous aussi, et quelquefois les résultats de conciliation. Et quels outils vous utilisez quand vous transmettez quelque chose? Eh bien, vous voyez, ça fait plus de 100%, parce que certains utilisaient plusieurs choses, mais c'était soit le courrier, soit la messagerie sécurisée, soit le téléphone, 50%, ou quelquefois effectivement le fax. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui, quand on se met à faire de la consultation pharmaceutique, on le fait, puis très rapidement on se dit les actions de coordination, elles sont importantes, il faut aussi qu'on y mette de l'énergie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait un peu du bricolage, parce que téléphoner, prendre son temps, prendre son téléphone, téléphoner à la fin de la consultation, avec les moyens effectivement numériques qu'on a aujourd'hui, c'est quand même pas génial, quoi. Donc il faut absolument qu'on mette l'accent là-dessus, qu'on s'améliore. Alors nous, ce que l'on a démarré, mais ça fait peu de temps, là, ce que je vous dis, ça fait à peu près 2 mois, je me suis dit, il y a un outil qui existe, c'est le DCC. Pourquoi ce DCC commence à être rempli chez nous, on commence à y mettre les fiches de RCP, d'un point de vue médical, le PPS, et je me suis dit, pourquoi on ne créerait pas une partie pharmaceutique dans le DCC pour pouvoir effectivement communiquer plus facilement avec nos collègues de ville. Donc, j'ai fait créer effectivement cette partie pharmaceutique dans laquelle j'ai demandé à ce qu'on puisse mettre à la fois un suivi pharmacie hospitalière dans lequel je mets la fiche conseil, le compte rendu de la consultation pharmaceutique, l'ordonnance, et en même temps, parce que ça c'est le problème, souvent on envoie, mais on n'a jamais de retour. Donc pour avoir un retour, effectivement, j'ai demandé, on a fait installer ça, actuellement c'est en test chez une dizaine de pharmaciens d'officine, on leur a installé le DCC et j'ai demandé, c'est en test actuellement, qu'ils
qu'il puisse remplir, à chaque fois que le patient vient chercher sa thérapeutique, qu'il puisse remplir le questionnaire de Morisky pour qu'on puisse avoir une idée de l'observance, et puis également une grille d'évaluation des effets secondaires. Donc c'est en test, là tout de suite, on va voir comment, mais pour l'instant ils sont assez contents. Bon, ça leur fait un peu plus de travail, mais en tous les cas, nous on a des retours, et puis on a un système d'alerte aussi, c'est-à-dire que s'ils mettent des choses, moi je le sais sur ma messagerie, et pareil pour eux. Voilà, donc pour conclure, eh ben, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, que ces patients sous thérapeutique orale doivent effectivement être accompagnés. C'est vraiment des patients à risque, hein, puisqu'ils prennent des médicaments à risque iatrogène. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle du pharmacien, il n'y a même plus à faire... je pense qu'on s'interroge plus sur son rôle. Il est primordial. Il doit absolument être intégré de façon pluridisciplinaire dans l'accompagnement des patients. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement le problème de cette valorisation. Ces consultations ne sont pas valorisées. Donc quand on va voir nos directeurs, même s'ils sont tout à fait d'accord avec cette démarche, on ne génère pas de recettes aujourd'hui, donc c'est difficile de pouvoir avoir des ressources en retour. Donc peut-être qu'avec cette tarification au parcours, ou pourquoi pas, effectivement nous sommes personnel médical, pourquoi pas rentrer aussi dans la tarification à l'acte pharmaceutique pour pouvoir générer des recettes et pouvoir effectivement avoir un peu plus de ressources. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une implication vraiment croissante. Bon, j'ai parlé des centres de lutte contre le cancer, mais je sais que dans beaucoup d'hôpitaux, les pharmaciens sont en train de se mettre en ordre de marche pour accompagner les patients. Voilà, je vous remercie. Je remercie mon ami le professeur Stéphane Honoré et les organisateurs de cette très belle réunion de me permettre de vous présenter Oncoral, le parcours ville-hôpital mis en place par les Hospices civils de Lyon pour le suivi des patients ambulatoires sous anticancéreux oraux. Je suis aphone aujourd'hui et je présente toutes mes excuses pour cela au public et à mes amis des liens d'intérêt. Comme cela a été dit, le virage ambulatoire en cancérologie et l'essor des anticancéreux oraux s'accompagne d'une nouvelle iatrogénie médicamenteuse chez ces patients ambulatoires. Cette iatrogénie médicamenteuse est d'autant plus préoccupante que la part des traitements oraux devrait atteindre d'ici 2020 la moitié des traitements anticancéreux. Elle est également préoccupante parce que ces molécules sont extrêmement onéreuses et l'enveloppe des anticancéreux oraux gérée par les pharmacies de ville et les rétrocessions s'est levée à pratiquement 1,5 milliard d'euros en 2015 et cela bien sûr va continuer d'augmenter. C'est pour ces deux raisons-là que nous devons vraiment nous interroger. Cette iatrogénie médicamenteuse, elle prend naissance dans la polymédication des patients. Aujourd'hui, le patient ambulatoire sous anticancéreux oraux est polymédiqué. On parle de polymédication à partir de 5 médicaments habituels par jour et ces patients sont pour la plupart en polymédication excessive, c'est-à-dire pour certains d'être 10 médicaments et plus. Le patient prend évidemment son anticancéreux oral, mais également les médicaments symptomatiques pour prévenir les effets indésirables de cet anticancéreux oral. C'est un patient qui, compte tenu de l'âge médian au diagnostic, va avoir d'autres pathologies et donc va consommer d'autres médicaments également, essentiellement de la sphère cardiovasculaire, des psychotropes, des médicaments du système digestif. L'ensemble de ces médicaments contribuent à générer des interactions médicamenteuses, mais nous allons retrouver également des interactions médicamenteuses avec l'alimentation et les médecines alternatives complémentaires auxquelles ces patients ont recours dans la plupart des temps pour gérer les effets indésirables. Alors, ce ne sont que quelques exemples, mais cette iatrogénie médicamenteuse s'exprime par des effets indésirables. Par exemple, les œdèmes bien connus des patients atteints de leucémie myéloïde chronique sous imatinib, des saignements sous cabozantinib, mais ce n'est pas le seul, on a aussi des saignements sous erlotinib par exemple, les thromboses sous les immunomodulateurs dans le traitement du myélome multiple comme le lénalidomide. Mais ces effets indésirables peuvent être potentialisés par d'autres médicaments dans le cadre d'interactions médicamenteuses avec une augmentation des toxicités.
De surcroît, nous ne sommes vraiment pas aidés par les rythmes séquentiels de prise d'un certain nombre de médicaments. Les patients ne comprennent pas comment est-ce qu'on prend un médicament 2 semaines sur 3, ou encore comme dans l'association capecitabine, la patinib dans le cancer du sein, on prend un médicament tous les jours et l'autre 2 semaines sur 3, l'un 2 fois par jour et l'autre seulement à midi, l'un pendant les repas et l'autre à distance de ceux-ci. L'ensemble de ces problèmes, les problèmes liés aux médicaments, vont concourir à ce que les patients ne soient pas observants. Et on considère aujourd'hui, si on fait une biblio à jour, qu'à peu près 1 patient sur 3 ambulatoires atteints de cancer ne prend pas ces médicaments comme ceux-ci ont été prescrits. Cette iatrogénie médicamenteuse, comme je vous le disais, elle s'exprime par des effets indésirables. La plupart du temps, ils se manifestent dès le début du traitement. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les premiers mois. Et ils constituent une des premières causes de non-observance du patient. Le patient arrête de lui-même la prise de ses médicaments jeudi parce que dimanche, il veut passer du temps avec sa famille, tout simplement. Et certaines fois, lundi, il a oublié, volontairement ou pas, de les reprendre. Cette iatrogénie médicamenteuse, c'est aussi donc des interactions médicamenteuses. Elles sont nombreuses, attention, elles sont potentiellement graves. Elles peuvent augmenter la toxicité ou réduire l'efficacité des médicaments. L'iatrogénie médicamenteuse en cancérologie, comme dans d'autres spécialités, est forcément génératrice de consommation de soins. Ce sont des patients qui ont plus d'hospitalisation non programmée, avec de nouveaux problèmes iatrogènes, y compris médicamenteux. Tout cela est un vrai problème et on sait qu'en cancérologie, on est dose efficace, c'est-à-dire qu'il y a une réelle relation entre la dose et l'efficacité. Je vous propose de réfléchir sur la dose intensité, justement, si j'arrive à trouver où est le curseur. J'en sais rien. Vous avez un petit schéma qui s'affiche en bas. Tout simplement, vous avez une barre verte. La dose intensité, c'est la dose que prend le patient pendant un délai de temps. Il doit y avoir un lien chez certaines personnes entre la voix et les neurones, mais c'est pas grave. C'est un grand jour. Ça marche une fois sur 2, on va abandonner. Donc, je vous propose de réfléchir à la dose intensité, tout simplement. Vous avez un petit diagramme en bas qui vous représente la dose de l'AMM sur une durée donnée. Si le patient prend exactement les médicaments dans la posologie de l'AMM pendant une période donnée, eh bien, il va prendre ces médicaments, donc par exemple pendant 6 mois, à 100% de la dose, c'est la barre verte. Imaginez-vous que plus le patient a des effets indésirables et plus Merci. Et plus le patient va avoir des effets indésirables, et plus le médecin va réduire la posologie, voire interrompre le traitement. Et de ce fait, vous serez sur la barre orange. Vous ne serez plus à 100% de la dose de l'AMM, mais vous serez par exemple à 80%, parce que c'est ce qui est prescrit pour prévenir et gérer les effets indésirables qui n'ont peut-être pas été pris en compte de façon suffisamment précoce. Là-dessus, vous devez rajouter la non-observance du patient, et dans certains cas, vous pouvez vous dire que vous êtes à peu près à 50% de la dose de l'AMM. Or, sur ce schéma, il y a un petit cadre bleu entre 80 et 90 que je devrais pouvoir montrer. Et on estime en cancérologie qu'il faut être entre 80 et 90% au moins de l'AMM pour avoir une efficacité. Ce schéma, en cancérologie, on le connaît parfaitement. Un petit peu plus haut, vous avez une courbe. J'ai juste surpassé, mais c'est la vraie courbe d'un médicament, d'un inhibiteur de tyrosine kinase dans le cancer du rein métastatique, où vous savez que les choses vont extrêmement vite. En abscisse, les semaines de survie. En ordonnée, le pourcentage de patients survivants. Vous constaterez que les patients qui ont une dose intensité pour cet anticancéro-oral supérieure à 90% ont une survie en nombre de semaines significativement plus augmentée que les patients qui ont une dose intensité inférieure à 70%. Maintenant que vous avez ce schéma en tête, vous êtes forcément engagé dans le suivi des patients sous anticancéro-oraux, sous 2 volets au moins, l'observance et la gestion des toxicités. Dans ce contexte, les Hospices civils de Lyon et leur institut de cancérologie ont mis en place Oncoral, donc un parcours de soins ville-hôpital pour suivre les patients sous anticancéreux oraux.
Ce programme a été labellisé par notre ARS comme programme d'éducation thérapeutique en septembre 2016. Je tiens à préciser que ce n'est pas un programme d'éducation thérapeutique comme les autres, qui se serait construit à partir de la séance zénitude et aspect sociologique, etc. C'est un programme d'éducation thérapeutique qui est centré sur le médicament anticancéreux oral, et je remercie infiniment notre ARS de nous avoir soutenus, parce que la vraie problématique, c'est avant tout le médicament dans cette affaire. Et vous allez le voir. Alors, les patients ce sont des patients ambulatoires, adultes atteints de cancer, sous anticancéreux oraux. Ils sont sélectionnés à la consultation par le médecin oncologue hospitalier et par l'infirmière de consultation. Ils sont sélectionnés sur la base de critères de risque. Je vais faire un aller-retour avec cette diapositive. Nous ne pouvons pas voir tous les patients. Et donc, c'est sur des critères de risque, avec toujours la recherche de l'efficience, des critères cliniques, des critères sociodémographiques, les fragilités psychosociales, puisque nous travaillons avec des chercheurs en sciences humaines également, et puis des critères thérapeutiques, des patients polymédiqués, des patients qui prennent 2 anticancéroraux, des rythmes séquentiels de prise, des alternances chimio-IV, chimio-oral. En fonction du nombre de critères de risque, ces patients vont avoir un seul entretien avec le pharmacien, ou bien vont carrément rentrer dans le programme d'éducation thérapeutique. Je reviens à la diapo de présentation de notre programme. Les patients sont donc sélectionnés et en fonction de leurs critères de risque, ils vont avoir un certain type de parcours allégé ou pas. Pour tous les patients, eh bien, la première chose que fait le pharmacien hospitalier, c'est de contacter son collègue en ville et de s'assurer que le médicament anticancéreux oral sera bien disponible quand le patient va pouvoir se présenter à la pharmacie de ville. C'est rien, mais à partir de là, il se crée le lien entre les 2 pharmaciens. Un échange, nous sommes à disposition, nous pouvons nous transmettre des informations. La première fois, l'entretien dure pas très longtemps, le patient est avec nous, on organise la prise en charge en ville, c'est tout. Mais ensuite, nous allons faire des bilans de médication ensemble et nous allons avoir un échange de part et d'autre. C'est pas l'hôpital qui transmet des informations à la ville, c'est pas la ville qui transmet les informations à l'hôpital, c'est un partage des connaissances et c'est un échange complet des informations, et j'y tiens absolument. Nous avons vraiment besoin de travailler ensemble. Nous envoyons une lettre de liaison au médecin traitant, au pharmacien de ville et à l'infirmière libérale, s'il y a une infirmière libérale. À tout moment, ces interlocuteurs-là peuvent nous joindre. Pour les patients qui ont plus de risques et qui vont rentrer dans le programme d'éducation thérapeutique, mais en fait c'est un suivi par un binôme de pharmaciens hospitaliers et d'infirmières dans le parcours onchoral, nous allons travailler, comme vous allez le voir, sur le plan de prise et donc l'observance, la prévention, la gestion des effets indésirables, les interactions médicamenteuses. Pour exemple, voilà un de nos plans de prise. Il se découpe en 3 parties. La partie inférieure, c'est le plan de prise de l'anticancéreux oral en fonction de l'alimentation. Juste au-dessus, vous avez quelque chose qui est très important, et puisqu'il y a des représentants des pharmaciens de ville, je voudrais vous dire qu'il y a des choses très simples que vous devez faire pour ces patients-là. La première chose à faire avant de chercher à faire de l'information sur l'anticancéreux oral, c'est de vous préoccuper des médicaments symptomatiques, des effets indésirables. Nous recueillons à l'hôpital des patients au service des urgences qui ont des diarrhées, qui sont complètement déshydratés. La première chose que fait le médecin des urgences, c'est d'arrêter l'anticancéreux oral, et maintenant, vous savez que ça va diminuer la dose intensité. La première chose que vous avez à faire en ville, c'est de vous préoccuper tout simplement des médicaments que vous connaissez parfaitement bien, et d'expliquer aux patients comment bien prendre ces médicaments symptomatiques des effets indésirables. C'est une chose extrêmement importante et vous savez tellement bien le faire. Par ailleurs, il va falloir veiller à ce que le patient continue à prendre ses autres médicaments, et nous travaillons donc à l'hôpital avec l'ensemble de ces médicaments sur ce plan de prise. Cela demande de recueillir toutes les ordonnances. C'est aussi pour cela que nous appelons le pharmacien de ville, que nous faisons notre bilan de médication, notre conciliation médicamenteuse. Et ce plan de prise, vous pouvez l'imaginer sous la forme d'un immense poster, puisqu'on est quand même dans l'éducation thérapeutique et que le patient est acteur, donc il va positionner ses médicaments, etc. en pratique. Mais il repart à la fin de la séance à l'hôpital avec le résumé sous format A4 qui est introduit dans un livret de liaison papier que nous avons mis en place entre la ville et l'hôpital. À tout moment dans son parcours, le patient peut se référer à son livret ville-hôpital,
mais surtout, nous l'encourageons à le présenter à chaque dispensation au pharmacien de ville et à chaque consultation au médecin traitant. Et nous demandons au premier recours de participer à l'information dans ce livret, de reformuler. Il s'agit bien d'un partage de l'information. Nous demandons à notre collègue en ville de modifier le plan de prise si le traitement est modifié également. Nous échangeons. Nous travaillons également avec le patient. Alors il y a un petit bug, il y a un truc noir qui s'affiche, c'est pas normal. Nous travaillons avec le patient sur la fiche effets indésirables. Là aussi, c'est un plan de travail et nous présentons au patient les effets indésirables et nous lui demandons qu'est-ce qu'il doit faire pour les prévenir et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. La fiche est résumée en format A4, elle est introduite dans le livret de liaison ville-hôpital du patient et donc mise à disposition systématiquement au premier recours. Jusqu'à présent, nous faisions nos fiches d'information thérapeutique oncorale, des fiches maison. Nous avons énormément travaillé. Il y a plus de 80 anticancéreux oraux aujourd'hui. Nous avons une fiche par anticancéreux oral et nous la mettons à jour régulièrement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous dire que je ne ferai plus ce travail à Lyon puisque ce travail est fait par notre Société française de pharmacie oncologique qui met en place des fiches sur les médicaments anticancéreux oraux sur notre site oncolien.sfpo.com. Si on peut regarder, si on peut avoir accès à Internet, on pourra faire une démonstration dans la journée si vous le souhaitez. C'est un site où vous avez toutes les informations sous la forme de tutoriels et de fiches d'information en accès libre, une fiche, un tuto pour chaque anticancéreux oral mise à jour par notre société savante nationale. Dans notre programme, nous travaillons également sur les mises en situation. Que faire, que ne pas faire quand j'ai oublié mon médicament, quand j'ai des vomissements, quand je fais un voyage avec plusieurs fuseaux horaires d'écart. Et ça aussi, c'est résumé et c'est mis à disposition de l'ensemble des acteurs et du patient dans le cadre du livret ville-hôpital. Le parcours de soins, il est absolument personnalisé et évolutif. Donc, vous voyez sur ce schéma que nous sommes en lien en permanence avec le patient à travers des consultations médicales à l'hôpital déjà programmées. Je tiens à préciser que contrairement à la plupart des programmes d'éducation thérapeutique en France, nous ne faisons pas revenir le patient pour oncoral. Il ne revient qu'au moment des consultations médicales déjà programmées. Vous voyez qu'on le voit en entretien et qu'on l'appelle systématiquement la première semaine de façon à nous assurer qu'il est bien compris, qu'il n'est pas de problème. Et le lien hôpital se fait tout le temps avec le pharmacien de ville. Vous voyez que dans les premiers mois, l'entretien est surtout hospitalier en lien avec le pharmacien de ville. Et ce que j'essaye de vous montrer à travers cette diapo, c'est que par le partage d'informations, de plus en plus, eh bien, nous allons demander aux pharmaciens de ville d'interagir parce que je suis persuadée que le virage de l'ambulatoire doit s'accompagner par un virage du suivi pharmaceutique de l'hôpital vers la ville avec un vrai partage des connaissances et qu'à tout moment, nous devons pouvoir nous parler en cas de changement de thérapeutique, de consommation nouvelle, de médecine alternative complémentaire ou de tout problème que l'un ou l'autre pourrait suspecter. Et ce schéma-là, il vous montre que dans les premiers mois, c'est vrai que nous intervenons beaucoup aujourd'hui, mais petit à petit, vous voyez que le relais de l'information se fait. Vous avez bien compris qu'à l'hôpital, les séances portent essentiellement sur le plan de prise, la gestion des effets indésirables, le bilan de médication, la conciliation médicamenteuse, notamment avec le pharmacien de ville, la recherche des interactions médicamenteuses avec l'oncologue et en lien avec le médecin traitant et le pharmacien de ville également. Voilà tout ce que nous faisons. Nous sommes encore une fois tout le temps en lien avec le pharmacien de ville. Les mises en situation sont extrêmement importantes. C'est une nouvelle façon de faire de la simulation. On parle beaucoup de simulation en santé. C'est important pour le patient d'être dans un contexte de mauvaise prise, je suis en vacances, etc. Et puis surtout, vous voyez une petite flèche en bas de la diapo, les patient-related outcomes, pour ceux qui étaient à l'ASCO cette année. Eh bien, les publications, notamment celle de Bach, ont fait le buzz en plénière. Qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que si le patient déclare
précocement ces effets indésirables, eh bien ceux-ci sont plus rapidement pris en charge et donc on va diminuer l'iatrogénie. C'est la raison pour laquelle il y a déjà dans nos programmes moins d'effets indésirables de grade 3-4, mais quand même cette masse d'effets indésirables de grade 1-2 forcément. Et le but c'est ça, c'est d'arriver à réduire les effets indésirables graves, à réduire le taux de réhospitalisation. Et cette diapo illustre que tout se passe, la plupart des choses se passent au niveau du pharmacien qui est l'expert du médicament. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde et c'est un binôme pharmacien-infirmier qui travaille sur Oncoral, mais l'expert du médicament reste bien le pharmacien. Et je pense que c'est important que ce soit clair pour tout le monde. Il y a vraiment quelque chose qui aujourd'hui est en train de se passer en cancérologie avec ce virage ambulatoire et c'est le lien entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien de ville. Depuis juin 2014, Oncoral permet le suivi de 250 à 300 patients année. Notre population est surtout une population de patients qui ont, pour la plupart, donc plus de 65 ans. 60% d'entre eux sont atteints de cancer onco-hématologique, 40% de tumeurs solides. Cela est en lien avec les spécialités des hospices civils de Lyon et de notre hôpital. Vous voyez que les patients sont vus sur la région, mais ça sort de notre région. C'est pas grâce à Oncoral, je vous dis tout de suite. C'est grâce au recrutement des médecins de mon hôpital. 9 patients sur 10 sont vus la première semaine ou dès le premier mois, ce qui est extrêmement important parce que c'est au début qu'il faut prendre en charge ces problèmes de non-observance et ces problèmes d'effets indésirables. Ils sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus graves au début du traitement et en plus ils sont moins bien gérés, moins bien définis par le patient. Nous travaillons, comme je vous le disais, avec des chercheurs en sciences humaines et sociales pour identifier des facteurs de défavorisation de ces patients de façon à pouvoir contribuer à réduire les inégalités territoriales. Je peux vous dire que nous avons une population importante de patients retraités liés à l'âge, mais nous avons aussi des patients qui ont comme revenu 970 € par mois et cela doit nous faire poser un certain nombre de questions. La plupart des patients donc, que nous traitons sont traités par inhibiteurs de tyrosine kinase et par les immunomodulateurs dans le myélome multiple. Oui, ils sont polymédiqués, ils atteignent un niveau pratiquement de polymédication excessive. Attention, ils ont recours aux médecines alternatives complémentaires, certes pour aider à traiter le cancer, mais surtout pour gérer les effets indésirables. 2 à 3 fois sur 5, c'est de la phytothérapie avec des problèmes d'interaction médicamenteuse. Et ça doit nous interpeller en tant que professionnels de santé. Comment se fait-il que les patients consomment des médecines alternatives complémentaires pour gérer des effets indésirables? Est-ce que cela veut dire que les médicaments symptomatiques ne sont pas suffisamment bien prescrits, suffisamment bien conseillés par nous, pharmaciens, en ville et à l'hôpital? L'observance est augmentée, nous le démontrons tous les jours. Nous avons une population de patients non observants qui, en 3 entretiens, se réduit significativement. La population de patients moyennement observants, j'avoue qu'elle est fluctuante. Par contre, la population de patients très observants, mesurée par un score de Morisky sur 8 items et le taux de renouvellement des ordonnances avec le pharmacien de ville, augmente depuis 2014 significativement. C'est un bon résultat, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que l'observance est un critère subjectif et nous le savons tous. C'est la raison pour laquelle nous mesurons aujourd'hui l'efficacité de notre programme avec la dose intensité. Je vous renvoie au premier schéma dans les premières diapos. Eh bien, avec Oncoral, nous sommes à une dose intensité de 84%. C'est pas suffisant et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il des patients qui ne sont pas dans Oncoral? Dans la population Oncoral, la moyenne est à 84%. Mais les patients âgés et les patients qui ont un Charlson supérieur à 5, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de comorbidités, donc beaucoup de médicaments. Et bien pour ces patients-là, on descend jusqu'à 70% sur la dose intensité prescrite. Il faut donc évaluer l'efficacité de notre programme sur la dose intensité par rapport à un groupe contrôle pris en charge standard. Mais ce chiffre est extrêmement alertant. Des patients suivis sont à 84%. Nos interventions pharmaceutiques, pour 40%, elles portent sur les interactions médicamenteuses. Une fois sur 4, il s'agit d'une association qui aurait été déconseillée ou contre-indiquée. Une fois sur 3, on aurait eu une augmentation potentielle de la toxicité. Une fois sur 3, une diminution de l'efficacité de l'anticancéreux oral ou des autres médicaments. Nous n'avons rien montré d'extraordinaire. Figurez-vous que les médicaments à risque, c'est les médicaments qui font saigner, les anticoagulants,
et les médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons qui ont déjà été relevés par Régine Chevrier, puisque bien entendu, tous ces anticancéreux oraux, enfin en tout cas ceux qui ont une diffusion gastrique pH dépendante, eh bien, voient leur absorption diminuer et donc leur efficacité potentiellement diminuer par la prise concomitante d'un inhibiteur de la pompe à protons. Et ça également, c'est des choses que le pharmacien de ville connaît parfaitement bien. Nous intervenons également sur le parcours, sur des feux verts pour l'introduction d'un nouveau médicament. Le pharmacien nous appelle pour nous demander si on introduit le médicament. Rarement, c'est le médecin traitant, mais des fois, ça nous arrive également. Notre lien ville-hôpital, il se fait à travers le livret patient, comme vous l'avez compris, des courriers, une lettre de liaison, des appels téléphoniques entrants et sortants. Et nous avons surtout des appels avec le patient et les aidants. Mais une partie de ces appels, eh bien, c'est avec le soin primaire. Et là, vous pouvez voir que plus de 6 fois sur 10, c'est avec le pharmacien de ville. 25% des fois avec l'infirmière libérale. Quand il y a une infirmière libérale, elle est très demandeuse d'informations parce qu'elle est absolument démunie, en tout cas c'est ce qu'elle rapporte. Très peu de médecins traitants sont en lien avec nous et c'est ce que je déplore. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Les motifs de nos liens, de nos entretiens sont exactement les mêmes, des interactions, l'introduction d'un nouveau médicament, etc. Le public, ici, est important pour faire passer des messages. Et donc, mon message, c'est le suivant. Pour créer un programme comme celui-là, il faut un investissement de toute une équipe qui dépasse tout ce que vous imaginez et il faut des moyens. Avec Oncoral, il y a un pharmacien temps plein, une infirmière temps plein, un temps de secrétariat, mais il faudrait aussi des soins de support et du temps médecin, bien sûr. Il est impensable de continuer à faire de l'éducation thérapeutique en cancérologie comme on l'imagine. Il faut alléger, comme on le fait dans Oncoral, et surtout centrer sur l'anticancéro-oral. Il est impensable de demander au professeur Gilles Salles ou au professeur Véronique Trier-Lenoir, aux Hospices civils de Lyon, de participer à 40 heures de formation présentielle, tout simplement pour avoir le droit d'inclure des patients dans un programme. Ils m'ont demandé un e-learning et ils m'ont promis qu'ils le feraient dans leur TGV. Ok. Il est impensable de continuer à travailler avec des outils papier et je ne comprends pas pourquoi on continue de parler du DP, du DCC et chez nous de ZEPRA, Zéro Papier Rhône-Alpes, alors que très peu d'entre nous, en ville et à l'hôpital, nous y avons accès. Et enfin, il va falloir qu'on propose une véritable évaluation médico-économique de tout cela. En général, à cette diapo-là, le public se manifeste. Alors, je vais vous expliquer. Les Hospices civils de Lyon s'engagent à hauteur de 150 000 € par an pour que Oncoral puisse accueillir 250 à 300 patients par an. Je sais que je fais des jaloux dans la salle. C'est beaucoup et je remercie mon institution de me permettre d'être un véritable acteur. C'est très peu. Une chimiothérapie orale aujourd'hui, ça coûte entre 27 000 € pour l'erlotinib dans le cancer du poumon et 98 000 € pour l'ibrutinib et l'idélalysib dans la leucémie lymphoïde chronique. Le coût annuel d'un anticancéro oral, ça va jusqu'à 160 000 € dans les bithérapies pour le mélanome métastatique. Je ne vous ferai pas l'insulte de faire la division. Je voudrais vous dire que pour suivre un patient dans Oncoral pendant une durée de 1 an, il me faut 3 gélules de lénalidomide, ou 8 gélules d'idélalysib, ou bien 6 de cabozantinib. Quand je pose la question quelle est la valorisation de tout cela, je voudrais vous dire que nous engageons tous notre responsabilité collective. Oncoral, il est évalué, je vous ai montré les résultats sur l'observance, sur les interactions médicamenteuses, sur la dose-intensité. Il faut du temps et il faut une réelle valorisation. Et je pense que tous les acteurs sont concernés, les industriels, les autorités de santé et bien entendu chaque professionnel que nous sommes en ville et à l'hôpital, parce que bien entendu, sans cela, l'objectif 3 du plan cancer n'a plus aucun sens. Je vous rappelle que nous devons prendre le temps d'informer et d'impliquer le patient dans la conduite du traitement, mettre en place des organisations avec une articulation réelle avec le soin primaire, une juste valorisation de l'implication de chaque acteur, c'est dans le plan cancer 2014-2019.
et qu'enfin, on a même pensé à étudier différentes modalités de financement des centres autorisés pour la prescription de chimiothérapie orale et le suivi à distance des patients en articulation avec la ville. Il est grand temps que nous ayons les moyens de mettre en place les recommandations du plan cancer. Vous avez compris, Oncoral, c'est un beau programme, il a des forces. En plus, il permet de suivre 300 patients année. Il est validé par notre ARS comme programme d'éducation thérapeutique. Il a le mérite d'exister et d'être efficace. Il a des fragilités, bien entendu. C'est qu'il n'a aucun codage dans le PMSI. Et vous comprenez bien que ce n'est pas les financements de l'éducation thérapeutique ou de la primo-prescription qui permettent de financer un suivi pendant 1 an, parce que ça ne permet pas, vous avez compris, de financer 3 gélules de lénalidomide. Il y a des menaces, c'est que Oncoral ne peut pas être partagé aujourd'hui. Je parle d'un partage coordonné, ce qui veut dire que, alors que j'essaye de réduire les inégalités, eh bien, nous sommes en train de les augmenter. Et enfin, il y a des opportunités de partage, et je considère, j'espère qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité. Bien sûr, nous partageons l'expérience d'Oncoral, nous sommes présents chaque fois que nous pouvons l'être, par exemple aux rencontres françaises de cancérologie. Par exemple, Oncoral a servi de modèle dans le livre blanc d'oncohématologie. Et par exemple, nous sommes toujours présents auprès des associations de patients. Ce que je voudrais, quand on me demande de partager Oncoral, c'est qu'on mette en œuvre un partage coordonné. Il ne sert à rien de diffuser les outils Oncoral à des équipes qui n'ont pas les moyens à l'hôpital, à des pharmaciens de ville qui n'ont pas le temps et aucun financement pour faire ce programme-là. Alors, tant que le partage coordonné du soin au niveau de la région ou au niveau national n'existe pas, eh bien, je partage Oncoral dans des projets de recherche, ce qui nous permet, ensemble, de travailler sur la même méthodologie, d'implémenter ce programme en l'évaluant. Nous avons 2 études en cours qui sont financées par la DGOS dans le cadre des appels à projets nationaux. La première étude, nous l'avons ouverte il y a quelques mois. Elle s'appelle Prism Care. Et dans Prism Care, eh bien, nous sommes 11 centres hospitaliers à avoir mis un modèle dérivé d'Oncoral. Nous n'évaluons pas Oncoral, nous évaluons un suivi ville-hôpital entre les pharmaciens de ville, les pharmaciens les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens de ville, sur 190 patients avec une randomisation 1-1 par centre, bras suivi Prism et ville-hôpital versus prise en charge standard. Vous imaginez bien que l'objectif principal de Prism, eh bien, ça va être d'évaluer la dose intensité à 6 mois et un objectif secondaire, les DRP dont parlait Régine Chevrier, les drugs related problems, donc les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, etc. Une autre très belle étude va se mettre en place début 2018. Je la porte pour la Société française de pharmacie oncologique. Cette étude s'appelle DROP, Drug Related Problem in Oncology Practice. On doit l'acronyme à François Lemar à l'IGR. Et donc, nous allons travailler à 13 centres de la SFPO. Nous allons inclure 248 patients, tous anticancéreux confondus, tout cancer confondu, alors que Prism, on est dans le cancer du rein métastatique. Et là, nous allons inclure 248 patients, programme DROP versus prise en charge habituelle. C'est toujours le même principe. La logique Oncoral a permis de monter ces études. Nous n'évaluons pas Oncoral, nous évaluons un suivi entre des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens de ville pour des patients sous anticancéreux oraux. Ici, l'objectif principal sera les drug related problèmes à 6 mois, les effets indésirables, les interactions. Et l'objectif secondaire gardera la dose intensité, bien entendu, à 6 mois. Je croisais les doigts très fort pour que notre projet soit financé dès une évaluation médico-économique dans le cadre d'un PRME déposé à la DGOS pour lequel nous avons fait les dernières modifications ce week-end. Et si ce projet est financé, nous pourrons proposer une évaluation monocentrique de notre programme Oncoral avec l'inclusion de 250 patients. Il nous faudra accepter que la moitié de nos patients ne puissent pas bénéficier du programme Oncoral pendant 31 mois, de façon à enfin faire la démonstration scientifique que nous avons une dose intensité supérieure dans Oncoral, parce que sans ça, versus prise en charge habituelle, je ne pourrais pas le démontrer. J'attends donc avec impatience les résultats de la DGOS. Bien sûr, tout cela se fait avec d'autres moyens, c'est des moyens de la recherche. Cette diapositive illustre à gauche la plateforme de soins qui est Oncoral, vous avez compris, financée par les Hospices Civils de Lyon, un pharmacien, une infirmière, 150 000 € par an, et avec ça, on suit 250-300 patients par an.
Cette plateforme Oncoral est adossée à une plateforme de recherche qui s'appelle PACOM, Patient Cancer Oral Medication. C'est une base de données qui permet de recueillir toutes les données de vraie vie de la population oncorale. Nous travaillons dans PACOM avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Nous développerons bientôt la télépharmacie et nos questions, c'est par exemple comment est-ce qu'on peut davantage aider certains patients sur des critères cliniques, thérapeutiques, mais également des patients qui ont de réelles fragilités psychosociales, puisque nous travaillons avec plusieurs chercheurs sur les facteurs de défavorisation. Cela permettra de faire du ciblage et de la priorisation de patients. Et dans PACOM, nous répondons donc aux problèmes posés dans le soin oncoral. PACOM n'est pas financé par les Hospices civils de Lyon. PACOM se finance par les partenariats institutionnels via les appels à projets que je vous ai présentés, financés par la DGOS et par des partenariats industriels. Je vous remercie. Merci Raphaël et Amélie. Je tiens tout d'abord bien évidemment à remercier Stéphane et Oncopaca pour avoir organisé cette journée. Je remercie également mes deux collaboratrices et consoeurs qui ont présenté la chimie orale chez le patient cancéreux. C'est aussi une problématique qu'on a à cœur sur la Timone. Et je vais moi vous parler d'une nouvelle problématique qu'on a essayé de résoudre, ou enfin qu'on est en train d'essayer de résoudre. C'est les patients oncogériatriques pris en charge dans un hôpital de jour d'oncogériatrie. Donc, j'ai des liens directs BMS puisqu'ils m'ont demandé de présenter des activités de pharmacie clinique sur la Timone et avec AstraZeneca puisque je participe à un groupe de travail sur chimiothérapie et plantes et les interactions. Donc, dans le cadre de l'appel à projet DGOS pharmacie clinique de 2016, nous avions soumis un projet qui s'intitulait « Étudier une démarche pluridisciplinaire visant à sécuriser la prise en charge des thérapeutiques du patient de plus de 75 ans, polypathologie et hospitalisé dans un service non gériatrique et l'étendre vers une démarche ville-hôpital lors de la sortie. Deux populations ont été retenues, l'orthogériatrie et l'oncogériatrie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux intermédiaires sur la population oncogériatrie. Ce travail ne peut pas se faire sans la collaboration avec notre oncogériatre. Donc pourquoi cette population? Puisqu'en 2012, il y avait près d'un tiers des cancers qui étaient diagnostiqués chez les patients de plus de 75 ans et 10% chez les patients de plus de 85 ans. Comme vous le savez, cette population, c'est une population qui est hétérogène, qui est fragile et qui va donc être une population dite à très haut risque. Le but de ces révisions thérapeutiques dans le cadre d'un hôpital de jour d'oncogériatrie, c'est de faire en sorte de proposer aux patients une thérapeutique la plus adaptée possible à sa situation cognitive, nutritionnelle, son état social et son état fonctionnel. Ça marche plus. Là encore, il y a un manque de connexion. D'accord. Alors ça marche maintenant et ça marche plus. Alors Bon, alors en plus. Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur la flèche et vous me faites passer les diapos, s'il vous plaît, parce que ça marche plus. Alors, s'il vous plaît. Alors, en effet, ce travail, c'était une véritable collaboration médico-pharmaceutique entre oncogériatres, oncologues, pharmaciens hospitaliers. Donc, le but, c'est d'associer au travail des cliniciens lors de la séance d'hôpital de jour le travail pharmaceutique au travers d'un bilan de médication. Ce bilan de médication, il va avoir trois objectifs majeurs. Le premier, faire en sorte d'éviter les toxicités graves de la chimiothérapie qui, on le sait, notamment dans la chimio injectable et comme pour la chimio orale, vont conduire à une réduction de la dose d'intensité. Tout d'abord, la personne âgée, elle peut avoir très souvent un bilan biologique qui est altéré avant la chimiothérapie, donc déjà faire des propositions d'amélioration de ce bilan biologique avant l'instauration de la première chimiothérapie. Bien évidemment, s'intéresser à la polymédication, automédication, phytothérapie comprise. Pourquoi? On sait très bien que les traitements habituels du patient vont avoir un impact sur la chimiothérapie, mais que la chimiothérapie aura elle aussi un impact sur le traitement habituel du patient. On est chez une patiente telle qui est très âgée, donc il y a d'autres complications, notamment des complications cardiovasculaires. Et la finalité, bien évidemment, c'est de faire en sorte de proposer des soins de support et une thérapeutique la plus adaptée possible aux patients. L'organisation qu'on a décidé de mettre en place, donc le service d'oncogériatrie nous envoie le planning des patients la semaine d'avance, qui nous permet au préalable de téléphoner aux patients, de récupérer les traitements qu'ils prennent, récupérer les allergies,
récupérer la pharmacie d'officine ou vont récupérer leur traitement et commencer à rédiger ce fameux bilan médicamenteux. Au cours de la séance d'hôpital de jour, on a rédigé un questionnaire, alors probablement pas standardisé, mais sur tout ce qui est automédication, thérapie complémentaire, phytothérapie, pour faire le point dessus et intégrer ces données-là dans l'analyse globale des traitements pris par le patient. Nous faisons l'analyse, donc on fait participer les internes pour les former à ces activités, puisqu'on estime que ce sont des activités de demain, donc on a nécessité de former nos internes. Bon, et tout compte rendu, bien évidemment, signé par un pharmacien senior avant de le diffuser. Ce compte rendu est diffusé à notre oncogériatre, le docteur Anne-Laure Couder, qui va intégrer nos recommandations dans son compte rendu final d'hôpital de jour, qui lui est ensuite diffusé aux médecins généralistes, aux oncologues et autres spécialistes. Ce sont des recommandations, donc ce sont aux médecins généralistes et aux oncologues de mettre en pratique nos recommandations. Nous n'avons pas une intervention directe sur la prescription des patients. Donc, je vais vous présenter des résultats intermédiaires. C'est une étude qui est prospective, pour lesquelles on a inclus des patients de fin décembre 2016 à mi-mai 2017. On a suivi les patients 3 mois après la séance d'hôpital de jour. Pour récupérer des informations, on s'est servi du logiciel Chimio de notre dossier médical patient. Quels sont les données que nous avons récupérées, donc l'âge, le sexe, le stade métastatique ou non de la maladie, les taux de réhospitalisation, le passage aux urgences, la dose théorique de chimio qui aurait dû être administrée, la dose réelle qui a été administrée, et également les recommandations que nous avons émises. Donc, sur cette période-là, on a vu 90 patients avec une moyenne d'âge de 81 ans. Sur ces 90 patients, il y en a 38 qu'on a exclus des résultats, puisque soit ils n'ont jamais reçu la chimiothérapie parce qu'on l'avait contre-indiqué, ou parce que les patients sont repassés en RCP. La deuxième décision n'était plus un traitement par chimiothérapie. Donc, il restait 50 patients à étudier, dont 2 qu'on a perdu de vue. Je tiens quand même à préciser qu'au 16 janvier, nous avions fait 161 bilans de médication dans le cadre de patients en oncogériatrie. Mais j'ai pas eu le temps de vous présenter tous les résultats. Donc, parmi les 50 patients, donc 60% environ avaient été un stade métastatique, 28 patients avaient dû arrêter la chimiothérapie, mais la principale cause d'arrêt dans 37% des cas, c'était la rémission ou la stabilité de la maladie. Dans 13%, c'était la mauvaise tolérance générale, 13% les diarrhées et 10% pour progression. En ce qui concerne les réductions de doses, donc 24 patients ont eu des réductions de doses. Les 3 principales causes sont la toxicité hématologique pour 25%, la vie oncogériatrique 14% et une altération de l'état général 14%. Les protocoles de chimio qui étaient les plus impliqués dans cette réduction, c'était les protocoles Cisplatin-Gemzar, Carbo-Gemzar, Carbo-5F et Carbotaxol. On a regardé pour chaque patient la dose théorique et la dose réellement administrée. Quand on a poolé ça, on a à peu près une réduction de 20% de la dose de chimio administrée, de réduction entre la dose théorique et la dose réellement administrée. En parallèle, on s'est aussi intéressé à l'aspect qualitatif sur les prescriptions de notre intervention. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'on arrive à réduire de façon significative entre M0 qui correspond au traitement lorsque le patient est venu en hôpital de jour, donc aux gériatries, et M2, donc 2 mois après la venue en hôpital de jour, une réduction de la charge anticholinergique. Pourquoi cette réduction de charge anticholinergique pour la personne âgée est importante? Parce que on sait que l'activité anticholinergique des médicaments, ça induit un risque de confusion, d'hypotension orthostatique et de chute chez le patient. En ce qui concerne le nombre de médicaments, pareil, entre M0 et M2, on a une réduction significative du nombre de médicaments. On était à peu près 11 médicaments à M0 et on est basculé à un peu moins de 9 médicaments 2 mois après. En parallèle, et ce qui est le plus compliqué à faire, c'est de faire un suivi médico-économique de ces patients. Pour tous ces patients-là, on va les suivre pendant 3 mois et on va recueillir le taux de mortalité, le taux de passage aux urgences et le taux d'hospitalisation non programmée. Pourquoi ces données-là? Parce qu'on sait que ce sont des données qui coûtent très cher à la société actuellement et que si on arrivait à avoir démontré un impact clinique sur ces données-là, on arriverait probablement à récupérer plus de personnel pour étendre cette activité, notamment aux patients en radiothérapie ou aux patients chirurgie. Donc en gros, sur les 3 mois, on a environ 12% de décès, 22% de patients qui sont allés aux urgences et 34% d'hospitalisation non programmée. Pour les causes, c'est en cours d'étude.
Si on s'intéresse aux recommandations, donc parmi les recommandations qu'on a émises, donc il y en a 40% qui sont acceptées partiellement ou en totalité, 45% qui sont non appliquées et 15% pour lesquels on n'a pas pu faire l'étude puisque les patients étaient décédés avant M2. Donc vous allez me dire, c'est pas très encourageant, bon il y a un début à tout, et surtout que sur les 45% non appliqués, c'est majoritairement du côté des médecins généralistes, du côté des oncologues, on a plutôt un très bon taux d'acceptation. On sait qu'on est en conformité avec les recommandations de la Société internationale d'oncogériatrie qui recommande maintenant de faire des bilans de médication pour les patients avant l'instauration d'une chimiothérapie. Et ça tombe bien puisque normalement, ça fait partie des nouvelles activités dans le cadre de la pharmacie clinique et des décrets des PUI. Donc pour conclure, l'étude elle est toujours en cours, c'est une activité qui va être pérennisée. On sait qu'on a besoin de travailler sur le taux d'acceptation des recommandations et faire en sorte justement que nos recommandations soient mieux prises en compte. On va également faire une analyse multivariée puisque du côté des oncogériatres, toutes les données gériatriques sont récupérées, notamment l'état nutritionnel, l'état cognitif, etc. et voir s'il y a des corrélations entre survie, taux d'hospitalisation, taux de passage aux urgences, réduction de dose et corrélée à des variables gériatriques. En ce qui concerne la littérature, donc il est très difficile pour nous de nous positionner par rapport à la littérature sur cette population-là. Nous avons énormément de beaux papiers publiés dans des JCO normalement sur la qualité des prescriptions, mais nous avons très peu de données chiffrées en termes de réhospitalisation, de passage aux urgences et de mortalité sur cette population-là. Donc je tiens à remercier la Société française de pharmacie oncologique, la SFPO, pour lequel on a obtenu une bourse justement au congrès du mois de Nantes pour s'assurer du suivi des patients et améliorer le lien ville-hôpital pour les patients de cette population-là qui sont traités par thérapie orale parce que cette population-là est de plus en plus prise en charge par chimiothérapie orale. Le but serait de communiquer toujours par des voies plutôt archaïques, malheureusement donc le fax, aux pharmaciens d'officine, les comptes rendus et nos recommandations qui sont faits dans le cadre de l'hôpital de jour d'oncogériatrie pour que justement nos confrères de ville nous aident à améliorer le taux d'acceptation du côté des médecins généralistes. On sait très bien qu'on ne peut pas tout faire de l'hôpital, on a besoin de l'aide de tout le monde. Ces activités oncogériatriques s'associent à une multitude d'activités qu'on a mis en place sur le domaine de la pharmacie clinique en oncologie. Notamment, la pharmacie de la Timone participe aux 2 programmes d'éducation thérapeutique, celui sur les thérapies orales et celui sur les chimio-injectables, qui est porté par le professeur Florence Dufaux, oncologue médical sur la Timone. Nous avons le programme de recherche sur l'impact d'un suivi pharmaceutique sur les événements indésirables de grade 3-4 que Stéphane nous a présenté. Et nous avons également une activité de consultation pharmaceutique hors programme de recherche pour les patients pris en charge pour leur mélanome dans le service du professeur Jean-Jacques Robe. À cela, tout le monde a parlé de téléexpertise, de télépharmacie. Je peux rajouter que depuis 3 semaines, nous avons une activité de télémédecine et de téléexpertise dans le cadre de révision des EHPAD et nous avons également pour projet d'essayer d'informatiser, de numériser nos échanges avec la ville, notamment à l'aide du réseau ILUP. Nous avons comme projet puisqu'on aimerait bien avancer dans ces domaines-là. Donc, c'est la dernière, donc je vais la faire a cappella. Je tiens tout d'abord à remercier le docteur Anne-Laure Couder, avec qui on travaille avec Clémence, avec grande joie au quotidien. Et c'est vraiment un moteur qui nous donne envie d'aller plus loin, puisque notre rôle est reconnu au quotidien. Donc je la remercie, elle est présente dans la salle. Je remercie l'ensemble des chefs de service d'oncologie qui nous soutiennent et qui nous ont ouvert leurs portes très gentiment et avec qui on collabore avec grande facilité. Et bien évidemment, vous tous pour votre attention. Merci. Je dirais une file active d'environ 300 patients par an pour cette année. Et qu'est-ce qu'on en sort de ces 6 ans d'expérience sur les consultations pharmacie? D'une part, rien n'est anodin, comme il a été dit, pour nos patients. Prendre un comprimé, pour nous, ça peut être rien du tout. Pour nos patients, c'est un vrai défi, d'accord? Et quand vous rajoutez à jeun, c'est encore pire. Il faut mettre le réveil, il faut plein de choses. D'où la nécessité de les accompagner, avant tout de les écouter aussi, parce que tous n'ont pas forcément envie d'une thérapie orale, et de les éduquer. À côté de ça, très vite, ces médicaments sont passés en ville. Au départ, ils étaient en réserve hospitalière. Ils sont passés en ville. Donc, il fallait obligatoirement créer le lien avec la ville pour assurer le patient.
Et après, de ce bilan, évidemment, on est une institution, comme vous l'avez dit, pas de financement. Donc, on a été soutenu sur ce projet par les médecins qui nous ont dit que ça leur faisait gagner beaucoup de temps au sein de leur consultation. Et donc, ça veut dire qu'ils pouvaient prendre d'autres patients, évidemment. Et surtout qu'ils avaient l'assurance qu'il y avait un suivi qui était fait hors les murs. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, à l'ISC, la consultation pharmaceutique est devenue une activité de la PUI. Et le but, c'était de travailler ensemble, tous ensemble, sur le nouveau parcours patient pour les sécuriser. Donc, comme vous le savez, nous, on ne fait pas trop de mélanome, mais beaucoup de poumons. Donc, en 2015, on a l'arrivée de l'immunothérapie en oncologie, en silence, à l'ATU. En 2016, on est convaincu scientifiquement et la direction nous soutient financièrement parce que vous savez que 2016, pour l'immunothérapie, a été un peu difficile. D'accord. On fait un bilan, c'était à peu près il y a un an, pour dire qu'on a une affile active de plus en plus croissante. Certes, quelques bons répondeurs, il faut savoir le dire. On s'initie à la prise en charge des effets secondaires. On est un centre spécialisé en cancéro, sans urgence, sans spécialité associée, c'est-à-dire sans endocrino, mais d'excellents résultats avec nos amis du CHA. Et on identifie, déjà c'était donc prendre en charge, s'initier à prendre en charge les effets indésirables. L'autre question c'était l'immuno, c'est nouveau, ça se prend pas en charge, surtout quand il y a des effets secondaires comme nos thérapies orales où on maîtrisait un peu. C'était de dire il faut savoir identifier nos patients sous immuno en interne déjà, d'accord, mais alors en ville ça devient notre défi, d'accord, donc travailler sur ça. Certes, on avait l'habitude des consultations, comme je vous dis, mais quand on commence à faire des consultations, vous le verrez en immuno, c'est une population différente, c'est une population fragile et qu'il faut éduquer à sa prise en charge. Donc, suite à ça, on a proposé aux oncologues de mettre en place un projet autour de l'immuno. Et donc, première étape du projet, ça marche pas, si. C'était, comme on avait l'expérience des consultations pour les thérapies orales, c'était de mettre en place des consultations pour les patients sous immunothérapie. Alors, ce qu'on a commencé à faire très vite, c'est les patients qui étaient dans les essais cliniques. Derrière, on a eu une ATU de un compassionnel, pardon. Donc, c'est des patients en première ligne, donc ces patients étaient prioritaires. Et aujourd'hui, j'allais dire, petit à petit, on prend tous les patients, on essaie de faire des consultations pour tous les patients dans les autres localisations. Il nous faut évidemment des outils, d'accord, qui sont en cours de validation. Aujourd'hui, on fait un peu d'artisanal, j'avoue. Le but est d'harmoniser nos consultations, puisqu'on est plusieurs à réaliser ça, même avec les internes quand ils arrivent. Et le message que nous ont demandé nos oncologues, c'est de ne pas apeurer les patients, mais surtout de les responsabiliser. Donc, quel message? Savoir informer de son traitement, d'où l'intérêt des cartes d'identité, des cartes d'identification des patients sous immuno, et savoir détecter les effets indésirables et surtout savoir réagir immédiatement. C'est nos deux messages clés aujourd'hui sur les consultations immuno. L'autre chose, c'était acquérir une culture immunologique commune entre professionnels de santé. Donc déjà, acquérir ça, c'était pas facile, même au sein de notre établissement. Et puis c'était nos patients partant en ville, et c'était favoriser l'implication des médecins généralistes et des IDE de ville dans un premier temps, et aussi faire le lien avec les pharmaciens d'officine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous nos essais arrivent avec un recueil des antibiotiques dans les dernières 2 semaines précédant l'instauration de l'immuno. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est les officinaux qui vont nous aider à ce genre de recueil. Donc l'idée, c'était de ça, communiquer avec le pharmacien en un premier temps pour recueillir l'antibio et pour l'informer de notre patient sous immuno.
Troisième étape, c'est mettre en place un service d'appel téléphonique dans un premier temps qui sera dédié aux soignants, d'accord, et après créer le lien, ainsi le lien ville-hôpital serait créé. On a une thèse d'interne en médecine en cours sur cette thématique où les pharmaciens ont été impliqués. L'idée est qu'elle travaille sur le sujet. Chaque fois qu'on fait une consultation, elle appelle le médecin généraliste pour déterminer quels sont les besoins et pour arriver à faire quelque chose pour aider le médecin en ville qui n'a pas forcément les mêmes besoins que nous en interne. En interne, on avait aussi un autre souci, d'accord, il faut fluidifier ce parcours en HDJ. De plus en plus de patients, des perfusions de 30 minutes, et il est hors de question qu'ils passent plus de 2 heures, voire 3 heures dans notre HDJ. On a mis en place il y a à peu près 4 ans le parcours rapide des patients sous herceptine sous-cute qui reste 30 minutes en HDJ sur un planning horaire programmé. Donc l'idée est de mettre en place, je pense à partir du fin du premier trimestre, la même organisation pour les patients sous immuno. Avec derrière un appel téléphonique à J8 post-injection, et on est en cours de développement d'une application web pour la détection précoce des effets secondaires. Donc, et aujourd'hui où on en est, donc on a commencé les consultations pharmacie, on apprend encore, même si l'expérience avec les consultations orales, c'est pas les mêmes patients. Les appels téléphoniques auprès des médecins traitants ont commencé, et j'allais dire qu'on a les plus gros écueils, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à joindre les médecins traitants des patients, donc derrière comment aller leur communiquer l'info. Et on est en cours de développement d'outils pour qu'on ait tous le même message, qu'on soit interne en pharmacie ou pharmacien senior, quand on fait une consultation pharmacie. Donc vous l'avez compris et tout le monde l'a dit, on a besoin de temps. Passer du temps avec un patient en moyenne c'est 30 minutes dans le meilleur des cas. Et qui dit temps dit financement, donc aujourd'hui on a répondu à un certain nombre d'appels à projets et puis on attend. Voilà, je vous remercie. Merci.